tous, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, le message traditionnel du cardinal, l'archevêque de Dakar, pris pour le retour de la paix en Casamance et dans le nord du Mali, Théodore Adrien Sarr souhaite un joyeux Noël à tous les chrétiens. Rétrospective 2012, la rédaction s'intéresse à l'actualité politique de cette année, laquelle a connu beaucoup de changements. On s'y arrêtera longuement d'ailleurs dans ce 20h. On en parle tout à l'heure avec notre invité, Bakary Domingo Mané, professeur en communication politique. Assuré également dans ce 20h notre reportage du jour, la rédaction jette un regard sur la situation qui prévaut dans les garages mécaniques de Rebeuss. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Noël, c'est dans moins de 4 heures. Le cardinal a adressé ce matin son traditionnel message à la communauté chrétienne du Sénégal. L'occasion pour l'archevêque de Dakar de prier pour le retour de la paix en Casamance et dans le nord du Mali. La rencontre s'est déroulée à la résidence des Badamiers. Les explications de Moustapha Ndoye et Pape Samb. Le message de son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr aux chrétiens pour la solennité de la nativité du Christ est un homme du temps. Son éminence a tout d'abord indiqué aux fidèles le sens de cette célébration. Noël nous invite donc à un examen de conscience sur notre conception de Dieu, pour la purifier de toute fausse image d'un Dieu qui porterait atteinte à la liberté des hommes ou à leur vie. Noël nous révèle que notre Dieu est un Dieu qui aime, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, comme dit le psaume 144, verset 8 de la Bible. Il est le Dieu de la vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Noël est l'hymne de louange au Dieu de la vie que les anges de Bethléem nous invitent à chanter avec eux. Lors de ce message pour Noël, le cardinal Théodore Adrien Sarr a été interpellé sur l'actualité des actes de profanation opérés dernièrement dans certains sanctuaires chrétiens. En réponse à cette interpellation, le cardinal a appelé au respect de la foi de l'autre et à la fraternité des communautés. Nous tous croyants ayons toujours à cœur de respecter la foi de l'autre, sa foi qui est différente de la nôtre. Nous la respectons, nous reconnaissons que c'est une foi en Dieu. Et respecter cette foi, c'est aussi respecter tout ce qui touche à cette foi, comme les lieux de culte. Donc un appel que je lance à tous les croyants, chrétiens, musulmans et adeptes d'autres religions. En ce qui concerne cette profanation de cimetières ou de statues, en 2 endroits de Dakar, c'est donc dire encore que le cimetière pour nous chrétiens est un lieu sacré. La tombe d'un être humain aussi est pour nous quelque chose de sacré qu'il faut le respecter. Des vœux de paix pour la Casamance et les pays limitrophes comme le Mali figurent dans l'allocution de l'archevêque de Dakar. D'abord des vœux de paix que je voudrais formuler pour vous tous, pour vos familles, pour vos enfants, pour notre Sénégal, pour notre Afrique et pour le monde entier. Puisse l'enfant de Bethléem éveiller en chacun de nous ce désir naturel et légitime de paix. Puissions-nous nous-mêmes cultiver ce désir et œuvrer à ce qu'il éclose en conduite de paix, de concorde et de fraternité. Ces vœux de paix, je les exprime surtout pour la Casamance. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts entrepris ça et là pour favoriser un climat de dialogue et aider les populations de cette région qui payent le plus lourd tribut du conflit à retrouver leur tranquillité et le cours normal de leurs activités. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre encore un vibrant hommage à un des promoteurs de la paix en Casamance, en l'occurrence Monseigneur Augustin Sagna, rappelé à Dieu le 12 décembre dernier. Il s'est beaucoup donné
pour que la paix devienne réalité pour tous. Maintenant qu'il a pleinement rempli sa mission, que son intercession accompagne le processus de paix en cours. C'est enfin l'occasion pour moi de lancer un appel aux différentes parties de ce conflit. Appel à s'asseoir, à s'entendre et à œuvrer pour que cette paix tant désirée soit définitivement retrouvée. Ces vœux de paix, je les formule aussi pour notre cher continent africain en général, pour nos voisins du Mali en particulier. Noël est une invite à la ressemblance à la Sainte Famille de Nazareth. À l'imitation de ses vertus, le cardinal Théodore Adrien Sarr exhorte les Sénégalais à rester dans le même esprit, c'est-à-dire être de véritables écoles de foi en Dieu. Le cardinal Théodore Adrien Sarr sera à partir de ce soir à 22 h à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar pour les besoins de la messe de minuit. Il présidera ensuite demain à 9 h toujours à la cathédrale la messe du jour de Noël, une fête chrétienne commémorant chaque année la naissance du Christ. Mais au XXIe siècle, Noël est devenu une fête à connotation folklorique caractérisée par un regroupement des cellules familiales autour d'un repas. Le prétexte pour nous d'aller voir quelle est l'ambiance qui prévaut dans les marchés et autres points de vente, suivant ce reportage de Khadija Toussi et Abdoulaye Ndiaye. Noël, une fête féerique et magique. Hormis le cadre enchanteur, Noël, c'est aussi une fête pour nos papilles avec deux goûts, sucré et salé. Bruit de commande, de marchandage, marché Sandaga, l'heure est au compte. La tendance du jour, le poulet de chair. Un mets prisé pour offrir un dîner à la famille et aux convives. Sur les étals, la bête est plumée et placée sous son plus bel atout, une manière d'attirer la clientèle. Ça va pour le moment, on vend bien. Ça dépend de ce que les clients veulent. Ça varie de 1 kg à 4 kg. Le prix va de 3 500 à 6 000 francs. Autre goût, autre décor, une vitrine embellie qui fait le bonheur des passants, des figurines qui laissent voir la magie de Noël. À l'intérieur, une bonne odeur flotte. Les yeux sont captés par la beauté des pâtisseries et les ventres gargouillent. Les bûches de Noël, dessert traditionnel, se déclinent en 1000 saveurs. Comme nouveauté, on a la bûche tiramisu, donc le gâteau traditionnel italien au mascarpone et au café. La bûche délice fraise framboise. Donc une bûche à base de mousse chocolat blanc, de fraises et de framboises. Et la bûche Mont Blanc qu'on avait aussi l'année dernière mais qu'on a retravaillé encore. Une bûche à la mousse de vanille et au marron. C'est l'ensemble des deux vraiment. Dans un premier coup d'œil avant que le client achète, c'est d'abord l'œil qui lui plaît. Et ensuite, sa satisfaction à lui, c'est une fois qu'il la mange. Une file de clients patiente, le temps d'avoir leur paquet. Une fois le trésor en main, on sourit et la joie au visage. On liste les moments importants de la fête. On a choisi une bûche aux fraises. Je crois que ça s'appelle la bûche fraisier. Oh là là, c'est canard à l'orange. Hein? Magret. Magret à l'orange. Voilà, saumon, foie gras, enfin tout le rituel de Noël, quoi. Famille. Oui. Avec les une bonne année. Et ça se répète tous les ans, Inch'Allah, en famille, et tout le monde en bonne santé, voilà. Et à vous tous. Un bon poulet accompagné du nécessaire, oignons, pommes de terre, une bonne part de bûche de Noël et la met sur le ventre déjà rempli. On peut souhaiter une belle fête, joyeux Noël à tous. Et bon appétit si vous êtes à table. La fête de la nativité mais aussi Noël, fête de la beauté. Beaucoup de maisons font leur 31 à l'occasion de la commémoration de la naissance du Christ. Guirlandes et autres objets de décoration sont très prisés en ces temps qui courent. On voit ça avec Badara Diop et Abdoulaye Ndiaye. Une ambiance à la dimension de la fête de Noël. Au rond-point Sandaga, les habits et chaussures cèdent la place aux sapins, guirlandes et autres objets de décoration. Objets de décoration, sapins, jeux de lumière, entre autres, occupent les trottoirs. Des guirlandes sont aussi accrochées aux épaules de marchands à la sauvette. En ces temps qui courent, les cadeaux sont en vogue. Les Pères Noël, guirlandes et les jeux de lumière. Les objets les plus convoités sont les sapins, guirlandes, les jeux de lumière et des Papas Noël pour décorer les sapins. Du côté des clients, chacun s'affaire selon ses besoins et ses moyens.
L'essentiel est de bien garnir les maisons et autres lieux de fête. Je suis venu prendre des guirlandes, des jeux de lumière et puis des genres de boules qu'on décore la maison. Je trouve quand même que les prix sont abordables par rapport à ce que je pensais trouver ici. Je pensais que les prix, j'allais trouver les prix un peu plus élevés, mais franchement j'ai trouvé les prix abordables. Bon, j'ai eu une réduction quand même voilà. Une fête qui coïncide certes avec la conjoncture, mais ici à Sandaga, l'ambiance ne semble pas morose. Et puis au XXIe siècle, Noël est devenu une fête à connotation folklorique, je viens de le dire à l'instant même, caractérisée par un échange de bouquets, mais surtout par l'offre de cadeaux aux enfants. Le prétexte pour nous d'aller voir au niveau des points de vente si les parents viennent acheter des cadeaux pour leurs enfants. Hassan Diop et Libas Ndir étaient ce matin au marché Sandaga. Avec Noël, Sandaga change de décor. Beaucoup de produits et autres marchandises ont cédé la place aux articles qui ont un sens pour les fêtes. Une manière d'attirer la clientèle et de booster son chiffre d'affaires. Nous avons des marchandises de toutes sortes, des guirlandes, des boules, des poupées et autres. Il y a toutes sortes de marchandises et pour toutes les bourses. Des guirlandes, des boules, des voitures, toutes sortes de jouets, on en a. Des jouets pour enfants, on en a de toutes les gammes. Des jouets, il y en a à gogo, de toutes sortes et de toutes les bourses. La maxime, en veux-tu, en voilà, est bien présente. Les vendeurs se frottent les mains. On essaie de gagner tant bien que mal notre vie. On réalise difficilement des bénéfices. On vend toutes sortes d'articles, mais c'est un peu difficile puisque les clients ne viennent pas. Pourtant, ce terre d'achat et de marchandage semble ne pas se refléter dans la bourse des vendeurs. Ils confient que les revenus sont en baisse comparés à l'an passé. Il nous arrivait de gagner 40 à 50 000. Aujourd'hui, c'est très difficile qu'on joigne même 20 000, 25 000 ou 30 000 francs. Auparavant, c'était un peu facile de faire des bénéfices. Nous gagnions entre 100 000 et 200 000 par soir. Aujourd'hui, c'est très difficile de réaliser cela. Nous avons entre 25 000 et 30 000. C'est pas facile. N'empêche, certains font leur achat. C'est le cas de Marcel Gomis. Il lui faut un cadeau de Noël pour son enfant, mais dans la tablette comprise entre 10 000 francs et 20 000 francs. Je suis venu pour essayer de trouver un cadeau pour un enfant. Bien pour voir un cadeau qui tourne entre 10 000 et 15 000 francs, juste pour faire mes plaisirs à l'enfant. Avec Noël, chaque enfant rêve que le Père Noël puisse passer avec un cadeau. Les parents le savent et essaient de trouver un cadeau à la limite de sa bourse. Une façon de faire plaisir à leur progéniture. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Noël en attendant d'y revenir dans nos prochaines éditions. Autre aspect de l'actualité, le président de la République tape du poing sur la table. Une menace qui ferait suite à la sortie de l'ancien ministre de la Justice lors de la convocation, la dernière convocation de Karim Wade, on va dire, à la gendarmerie. Le chef de l'État avertit, je ne permettrai plus personne de porter atteinte à l'image du président de la République. Selon lui, c'est la Constitution et le Code pénal sénégalais qui le disent. Alors dans quel cas peut-on parler d'offense au chef de l'État? Suivant les réactions de ces deux juristes au micro d'Hassan Diop et Libas Ndir. Nous sommes en démocratie et en principe, chacun devrait pouvoir dire ce qui lui plaît. C'est une liberté d'expression qui est garantie par la Constitution. Et a fortiori, lorsqu'il s'agit d'opposants, je crois qu'ils ont, c'est clair, la possibilité, le droit, voire même le devoir de critiquer, et même vertement, les politiques publiques et les pouvoirs publics lorsque, d'aventure, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. C'est clair. Maintenant, la liberté d'expression, à mon sens, ne doit pas pouvoir signifier la licence de dire n'importe comment, n'importe quoi sur n'importe qui. Vous savez qu'il y a des dispositions du Code pénal qui protègent même les particuliers. Le simple particulier, vous et moi, lorsque nous sommes l'objet d'injures ou de diffamation, la loi nous permet de poursuivre. Il en est de même pour les corps constitués, pour les diplomates, etc., etc. A fortiori, lorsqu'il s'agit du président de la République, qui est quand même la première institution de notre pays, ce qu'on appelle la double casquette du président de la République. Il est président de la République, mais il est également aussi, de par la Constitution, chef de parti. Et donc, en tant que chef de parti, c'est un politique qui est sur le terrain politique, qui est peut-être de temps en temps amené à donner des coups politiques à l'adversaire. Il faut s'attendre par conséquent à ce qu'il en reçoive lui-même de temps en temps.
Et où passe la ligne de démarcation entre ces deux positions, entre ces deux casquettes de président de la République ou de chef de parti, ça me paraît difficile et tout le monde serait à l'aise si un tel cumul n'était pas possible. C'est une institution et toute institution est protégée par la loi. Et s'agissant d'un chef d'État, il y a ce qu'on appelle le délit d'offense au chef de l'État, qu'on appelle souvent le crime de lèse-majesté, qui est censé protéger l'institution contre, si vous voulez, les imputations qui pourraient être diffamatoires ou offensantes, soit par la parole, soit par l'écrit. Mais il faut préciser qu'il s'agit de protéger l'institution, ce qui est normal, même s'il faut rappeler en toutes circonstances, au-delà de l'exercice de toute fonction, aucune personne ne devrait tout simplement pas être offensée. Dans notre contexte, il y a, si vous voulez, un doublement fonctionnel du chef de l'État, qui est à la fois président de la République et chef de parti. Et à partir de ce moment, il devient très difficile de distinguer est-ce qu'on s'adresse au chef de l'État ou est-ce qu'on s'adresse au chef de parti. Parce que dans l'arène politique, les gens se donnent des coups. Lorsqu'on en reçoit, on en rend et inversement. Et donc à partir de ce moment, je pense que ce qui est extrêmement important, certes, il faut protéger l'institution qui est le président de la République, mais ça ne doit pas aboutir, si vous voulez, à une censure ou à museler le débat politique. Et puis on vient d'apprendre à l'instant même que Maître Elhadji Amadou Sall sera convoqué demain à la police, donc à la direction de la police judiciaire, demain matin à 9h. Maître Amadou Sall, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis un peu plus tôt aussi dans la soirée, nous avons appris que le chef de l'État a aménagé avec toute sa famille au palais depuis hier. Le président de la République vivait dans son domicile depuis son élection à la magistrature suprême. En bref, toujours politique, le paysage qui enregistre l'arrivée d'une nouvelle coalition dénommée Coalition Defaraat Seréo, une alliance de 11 partis politiques qui sera dirigée par le secrétaire général du PPC. Cette coalition sera officialisée ou officialisera sa naissance ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse. À présent, notre reportage du jour qui s'intéresse à l'état d'insalubrité des garages mécaniques à Rebeuss. Le sable a complètement changé de couleur, vous allez le voir dans ce reportage. Vous verrez également dans ce reportage comment les épaves des véhicules occupent les rues. C'est un travail de Ney Aram Touré et Seydou Sow. Ibungom travaille dans la mécanique et quand il a les mains enduites d'huile de moteur, c'est en ce moment-là qu'il se sent le plus dans son élément. En général, les mécaniciens pensent que quand ils n'ont pas d'huile de moteur sur eux, ils ne travaillent pas. C'est notre travail. Si je m'active jusqu'au soir sans être taché d'huile, je ne suis pas content. C'est normal de se salir en étant ferrailleur. Hormis leur tenue tachée de noir, leur espace de travail est aussi couvert d'huile de moteur de véhicule. Des gobelets en plastique qui ont dû certainement contenir du café sont jetés à terre, ainsi que d'autres déchets solides. Et l'état d'insalubrité de ce cadre ne semble gêner nullement ses occupants. Cela n'a rien à voir avec le manque de moyens. Ils doivent faire en sorte que les ateliers soient propres pour au moins attirer la clientèle. C'est du laisser-aller. Chaque ouvrier doit nettoyer son espace de travail comme s'il était chez lui. Nous, à notre niveau, nous travaillons dans la ferraille, mais nous nettoyons tous les jours après avoir terminé. Et les mécaniciens doivent envisager d'amener du sable dans leur atelier pour emblayer. Périodiquement, nous payons un agent pour qu'il vienne nettoyer. Devant les magasins de vente de pièces détachées, des voitures retirées de la circulation en raison de leur état. Des épaves qui encombrent les rues et enlaidissent la capitale. Pour cet exploitant de ferraille, les responsables de garage devraient éviter d'exposer ces carcasses de véhicules. Je condamne les chefs de garage. Si par exemple une personne vient les voir pour réparer son véhicule, ils doivent lui demander de verser le montant nécessaire pour les travaux. Sinon, la personne laisse sa voiture sur place. Et finalement, c'est encombrant et ils ne doivent pas accepter de servir aux clients de dépôt pour voitures en panne. Ces ferrailleurs soutiennent qu'ils ont besoin de ces épaves. Ils les achètent avant de les dépiécer, ce qui explique la présence de ces voitures en ruine devant leur atelier. Certains gardent ces véhicules pour vendre les pièces après. Il nous arrive de voir une voiture dans un autre garage et d'aller acheter les pièces. Pour les véhicules en panne, nous contactons le propriétaire pour l'acheter. Après, nous la dépiéçons avant de vendre le moteur à l'armature.
L'état des ateliers de mécanique automobile de Dakar est souvent décrié par les populations qui habitent à côté de ces fabriques, ce qui est à l'origine très souvent de leur déguerpissement. Pour bon nombre de personnes, interpeller les mécaniciens aussi bien que les ferrailleurs devraient commencer à mieux gérer leur espace. On vient de l'apprendre à l'instant même, plus de peur que de mal pour le patron de Taïchinga. Omosen et ses quelques amis se rendaient à Matam ce matin pour assister à un gala de lutte. Ils ont fait un accident, mais le lutteur et ses camarades sont sains et saufs. Et puis juste la suite de l'actualité. À présent, le reste à l'étranger, en bref et en images. Reste divisé après le référendum des 15 et 22 décembre sur la Constitution. Un texte ardemment défendu par les islamistes au pouvoir qui ont annoncé dans les médias une large victoire du oui, avec près de 64% des voix. Les résultats officiels, eux, devraient être connus dans la journée et pourraient donner lieu à la tenue d'élections législatives dans les 2 mois. Après des semaines de manifestations rivales tournant parfois en affrontements meurtriers, l'opposition qui campe depuis plusieurs semaines sur l'emblématique place Tahrir du Caire dénonce des fraudes massives. Jusqu'ici, notre sit-in a eu lieu dans le calme et on ne veut pas que la situation empire. On souhaite juste une constitution qui réponde aux aspirations de tous les Égyptiens. Et il faut dire que ce scrutin déjà très controversé, loin d'avoir mobilisé les foules, à peine 32% des électeurs se sont rendus à l'isoloir. La justice a d'ores et déjà été saisie par plusieurs plaintes du Front du Salut National, la principale force d'opposition qui réunit forces de gauche laïques et libéraux. Contester notamment les résultats que revendiquent les frères musulmans dans les grandes villes comme Le Caire ou Alexandrie, où l'opinion est généralement bien plus divisée. Lakhdar Brahimi, l'émissaire spécial de l'ONU sur le dossier syrien, a rencontré aujourd'hui Bachar al-Assad. C'est la 2e fois que le diplomate algérien rencontre le président syrien depuis qu'il a remplacé Kofi Annan en septembre. L'espoir que cette rencontre aboutisse à un plan de sortie de crise semble bien maigre. Nous avons échangé nos points de vue sur les étapes à entreprendre dans le futur. La situation en Syrie reste selon moi préoccupante. Nous espérons que tous les partis avanceront vers une solution. Le peuple syrien dans son ensemble est impatient. Lors de leur dernière rencontre en octobre, Lakhdar Brahimi était parvenu à arracher une trêve entre les 2 parties pour la fête de l'Aïd, un cessez-le-feu qui ne fut jamais respecté. L'opposition syrienne affirme qu'une attaque au gaz a eu lieu à Homs. 6 rebelles seraient morts dans la nuit après avoir inhalé un gaz toxique faute de traitement. Ces images tournées dans le quartier d'Al-Bayada montrent des hommes souffrant de troubles respiratoires, voire de suffocation. Arme non conventionnelle, il s'agit d'un gaz neurotoxique dont on ignore la nature. Hier, un véritable massacre a eu lieu à Halfaya dans la province de Hama. L'aviation syrienne a frappé alors qu'une énorme file d'attente se trouvait devant une boulangerie faisant des dizaines de victimes civiles. Les habitants avaient été privés de pain pendant plusieurs jours en raison d'une pénurie causée par le siège des forces gouvernementales. Ce ne serait pas la première attaque ciblée du régime contre des civils. Des dizaines de boulangeries ont ainsi été frappées cet été à Alep. Les autorités indiennes tentent d'étouffer la contestation suite au viol collectif d'une jeune femme la semaine dernière à New Delhi. La capitale est secouée depuis 2 jours par des manifestations devenues violentes. Les forces de l'ordre ont dressé des barricades sur les artères menant à la porte de l'Inde où se rassemblent les manifestants. Certains s'en prennent directement à la police, jugée inefficace pour assurer la sécurité des femmes. La colère provoquée par ce crime est justifiée, a déclaré le Premier ministre. Mais la violence n'apportera rien. J'en appelle à tous les citoyens concernés de maintenir la paix et le calme. Je vous assure que nous ferons tous les efforts possibles pour assurer la sécurité des femmes dans ce pays.
Manmohan Singh a qualifié de crime monstrueux le viol collectif d'une étudiante de 23 ans survenu dans un bus le 16 décembre. Le gouvernement a promis plus de justice pour les femmes victimes de viol et un renforcement des patrouilles de police pour les protéger. Mais les manifestants ne décolèrent pas pour autant. Ils continuent à réclamer la peine de mort pour les 6 suspects arrêtés. Nous en venons maintenant à la rétrospective 2012, une année marquée par le départ des libéraux et l'arrivée de Macky Sall à la magistrature suprême. Il a été officiellement installé le 2 avril 2012. Depuis cette date, on va dire de cette date même à nos jours, plusieurs choses se sont passées au Sénégal. Nous allons analyser cette année électorale avec Bakary Domingo Mané, professeur en communication politique. On va d'ailleurs beaucoup s'apesantir sur ce point. Mais avant cela, je vous propose de suivre les faits saillants de l'année 2012 avec Aïssatou Antiatouré. L'année 2012 aura été riche en événements politiques, rebondissements, surprises, incertitudes, bref un mélange explosif de sentiments qui avait animé le paysage politique sénégalais. La présidentielle a été un des moments forts de l'histoire de nos dirigeants. La soirée du 27 janvier 2012 n'a pas été du tout repos pour la presse, qui a vécu des heures d'incertitude liées à la publication des listes des candidats devant briguer le suffrage des Sénégalais. Tous les yeux étaient rivés sur le Conseil constitutionnel qui tardivement a accepté 14 candidatures à l'élection présidentielle du 26 février, dont celle d'Abdoulaye Wade qui avait soulevé la polémique, beaucoup de polémiques. Le chanteur Youssou N'Dour, Keba Kande et Abdourahmane Sarr ont été recalés, leur candidature déclarée irrecevable. C'est donc à partir de cette date que débute la longue marche vers le palais présidentiel. 14 candidats pour un seul fauteuil, il fallait convaincre, dérouler un programme pour attirer les électeurs. Un exercice dont 2 en sortiront vainqueurs. Il s'agissait du président sortant Abdoulaye Wade qui avait obtenu 34,82% des voix au premier tour contre 26% pour son ancien premier ministre Macky Sall. Les dés sont maintenant jetés, les désormais rivaux du second tour entrent en campagne pour 2 semaines après l'annonce officielle des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Chaque candidat essaie d'abattre sa dernière carte, les stratégies de campagne se multiplient, les quartiers généraux des 2 candidats mettent les bouchées doubles pour récolter le maximum de voix le jour J. Cependant, Macky Sall, fort du soutien de la quasi-totalité de l'opposition, apparaît comme favori. Enfin arrive le jour J, nous sommes le 25 mars 2012. Quelques 5,3 millions d'électeurs investissent massivement très tôt à les urnes. Vers 18 h, les premières tendances se dessinent, les premiers chiffres provisoires tombent et placent Macky Sall en tête. Sans attendre les résultats officiels, le président en place depuis 12 ans, comme l'avait fait Abdou Diouf, reconnaît sa défaite et félicite son adversaire à travers un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence. Ce dimanche soir, un résultat est sorti des urnes. Le grand vainqueur reste le peuple sénégalais, a déclaré de son côté Macky Sall lors d'une conférence de presse dans la nuit dans un grand hôtel de la capitale. Je serai le président de tous les Sénégalais, a-t-il promis, remerciant notamment le président Wade pour son appel téléphonique. Les premiers résultats officiels n'étaient pas attendus avant mardi ou mercredi, mais les chiffres égrenés depuis la fermeture des bureaux de vote à 18 h par les médias sénégalais donnaient Macky Sall 50 ans en tête dans la plupart d'entre eux. Avant même l'annonce de sa victoire, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le siège de campagne à Dakar de Macky Sall pour manifester leur joie. Des scènes de liesse similaires ont eu lieu toute la soirée dans plusieurs quartiers de Dakar, y compris au cœur de la ville, notamment au boulevard du Centenaire, mais aussi à la place de l'Indépendance. Une nouvelle ère vient de se dessiner. Le 4e président du Sénégal a été officiellement investi le 3 avril 2012. La cérémonie d'investiture s'est déroulée devant quelques 2000 invités tirés sur le volet, rassemblés sous un chapiteau pavoisé aux couleurs du Sénégal, rouge, jaune et vert, dressé dans les jardins d'un grand hôtel. Plusieurs personnalités politiques avaient fait des déplacements. Parmi elles figuraient une dizaine de chefs d'État africains, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Congolais Denis Sassou Nguesso, la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf et le Béninois Yahya Boni, président en exercice de l'Union africaine. La France, ancienne puissance coloniale, était représentée par son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Après la prestation de serment, Macky Sall s'est rendu directement au palais présidentiel où l'attendait pour la passation de pouvoir son ancien mentor, Abdoulaye Wade. Macky Sall hérite désormais des grands dossiers du pays. La seconde étape consistait à nommer un Premier ministre et son équipe gouvernementale.
Plusieurs noms avaient été avancés dans la presse, notamment celui de Jacques Diouf. Le mardi soir, 3 avril 2012, Macky Sall fait taire les rumeurs en nommant Abdoul Mbaye Premier ministre. Ce dernier est chef d'entreprise et banquier de formation. Âgé de 59 ans, Abdoul Mbaye aura la lourde tâche de former le nouveau gouvernement du Sénégal sans dépasser 25 personnes. La nomination d'Abdoul Mbaye a été précédée du premier discours à la nation de Macky Sall, un discours tant attendu. Le nouveau chef de l'État dit vouloir un règlement pacifique du conflit casamançais qui dure depuis près de 30 ans. Élu depuis 6 mois, le président Macky Sall avait annoncé fin août le dépôt du projet de loi pour supprimer le Sénat, une mesure qui lui permettait d'économiser près de 8 milliards de francs CFA par an. Le pays étant en proie à de terribles inondations, le président sénégalais avait également décidé qu'il affecterait ce même budget du Sénat à l'assistance des sinistrés et à la réfection des infrastructures endommagées. Les parlementaires sénégalais, réunis ce mercredi 19 septembre, en congrès ont voté la suppression du Sénat et de la vice-présidence par 176 voix sur 250 élus. Le congrès, qui réunit les deux chambres du Parlement, a approuvé le projet de loi portant sur la suppression du Sénat, de la vice-présidence et sur la création d'un conseil économique et social et environnemental. C'est donc l'Assemblée nationale qui a eu le dernier mot. Le Sénat, dominé par les partisans de l'ancien président Abdoulaye Wade, s'était opposé à sa propre suppression, mais sans succès. Un incident a néanmoins marqué la séance de ce mercredi 19 septembre. Les parlementaires du parti de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais, ont quitté la salle au moment du vote pour protester contre la procédure de convocation du Congrès par le chef de l'État qui n'a pas attendu le vote définitif de l'Assemblée nationale. Le Parti démocratique sénégalais joue sa survie et convoque un congrès extraordinaire le 31 mars 2012. Une occasion pour les libéraux de faire le bilan de leur débâcle et de se projeter vers l'avenir. La traque des biens mal acquis a été aussi au cœur de la gouvernance de Macky Sall. Le président sénégalais signe le 10 mai 2012 un décret portant création d'une cour de répression de l'enrichissement illicite. La mise en place de cette juridiction intervient au moment où les Sénégalais réclament des audits pour déterminer la responsabilité des anciens dignitaires du régime libéral dans la dilapidation des ressources du pays. Alioune Ndao, avocat général près de la Cour d'appel, et Antoine Félix Diome, délégué du procureur de Guédiawaye, officieront comme procureur spécial et substitut spécial. Déjà, des noms sont énoncés par la presse. Dans son édition du samedi 28 avril 2012, le journal Libération révèle que la présidence de la République a saisi les ministres de la Justice, Aminata Touré, d'une liste de 25 personnes, tous des dignitaires de l'ancien régime, aux fins de vérifier l'origine de leurs biens immobiliers et financiers. La machine est donc mise en branle. Le 8 novembre 2012, le procureur Alioune Ndao publie la liste des personnes concernées par ces audits. Au total, 5 anciens ministres et 2 anciens directeurs généraux seront entendus par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie. La liste des premières personnes à auditionner est connue. Il s'agit de Karim Meïssa Wade, ancien ministre d'État, ministre des Infrastructures, des Transports aériens et de la Coopération internationale et de l'énergie. Madi Kenyon, ex-ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Baldé, ex-ministre des Forces armées, Omar Sarr, ex-ministre de l'Urbanisme, de Samuel Ahmed Sarr, ex-ministre de l'Énergie, de Taïbou Ndiaye, ex-directeur du Cadastre, et Doudou Diagne, ex-directeur de l'Urbanisme. Selon le procureur spécial, cette liste n'est pas close. Dans les jours à venir, d'autres personnes viendront s'y ajouter, a-t-il laissé entendre, sans plus de détails. La réaction ne s'est pas fait attendre du côté de l'ancien régime. Des menaces se fusent de partout. Afin de dire non à de telles pratiques qu'elle qualifie de chasse aux sorcières, les libéraux se donnent rendez-vous à la mythique place de l'Obélisque, des menaces qui n'empêcheront pas les audits de se poursuivre. Karim Wade est entendu 6 fois par les gendarmes. Omar Sarr et Abdoulaye Baldé aussi seront convoqués. Ce dernier verra toutefois son audition reportée à cause de son immunité parlementaire en raison de l'ouverture d'une session ordinaire à l'Assemblée nationale. 6 mois après sa prise de fonction, le président Macky Sall procède à un remaniement ministériel le lundi 29 octobre 2012 au soir. 7 ministres de la précédente équipe s'en vont, dont 2 des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Le gouvernement passe de 25 à 30 ministres. Le Premier ministre Abdoul Mbaye explique que ce remaniement répond à un souci d'efficacité et d'efficience. L'actualité politique se termine sous de bons auspices avec la libération de 8 soldats sénégalais détenus par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Un pas de plus pour Salif Sadio à la recherche de la paix dans cette partie du pays. 2012 s'en va avec plein d'actions déjà entamées.
2013 qui s'installe verra peut-être leur réalisation, mais en attendant, le peuple sénégalais, comme sur un terrain de justice, accorde le bénéfice du doute aux gouvernants jusqu'à preuve du contraire. À l'instant, une analyse, on va dire même la rétrospective exhaustive de Aïssatou Ancha Touré. Et on va s'arrêter donc longuement d'ailleurs sur ce point et pour recevoir d'ailleurs notre invité Bakary Domingo Mané, professeur en communication politique. Monsieur Mané, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. L'année 2012 tire tranquillement à sa fin. Est-ce que le documentaire, on va dire que vous venez de regarder à l'instant même, vous inspire un commentaire? Oui, ça m'inspire un commentaire pour dire simplement que, évidemment, la présidentielle n'est pas le seul fait majeur de 2012. Il y a les législatives, évidemment. Il y a la suppression, comme elle l'a dit, du Sénat et ensuite la libération récente, n'est-ce pas, des 8 militaires, disons, par le MFDC. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, évidemment, lorsqu'on parle de la présidentielle, elle a oublié un fait qui, ma foi, dans la rétrospective, aurait pu être mentionné. C'est ce regroupement à la place Soweto. Je pense que le 23 juin a été vraiment une date phare dans ce qui a suivi ensuite à la présidentielle. La seule différence, le 23 juin, c'était le 23 juin 2011. Oui. Et là, on est en 2012. Ah d'accord. Raison pour laquelle nous avons commencé à partir de janvier 2012. D'accord, ok. Mais quand même, dans tous les cas, ce 23 juin a un incident, quoi qu'on dise, n'est-ce pas, sur 2012. C'est vrai, c'est 2012, comme on dit. Hein. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, l'un dans l'autre, cette présidentielle, ma foi, a été, disons, une occasion encore pour prouver que notre démocratie va bien, même si on est perfectible, c'est vrai. Le président de la République, en 2000, je me souviens, quand il a appelé son adversaire pour le féliciter, Wade aussi a reconnu sa victoire. Je pense que sur ce plan-là, vraiment, on n'a rien à redire. Évidemment, maintenant, évidemment, après l'installation du président de la République, surtout à partir du moment où le gouvernement a commencé à agiter, disons, ces dossiers sur l'enrichissement illicite, nous avons vu comment, disons, les dignitaires dans l'ancien régime sont en train vraiment de s'agiter pour se défendre. Les choses sont allées très rapidement. De quoi même disons que le procureur, ou en fait le gouvernement a très mal communiqué sur cette affaire? Oui, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Dès l'instant où le procureur est venu à dresser une liste et de façon... Est-ce que cela en valait la peine? Non, ça n'en valait pas la peine de mon point de vue. Ça devait rester vraiment dans le secret de l'État. Parce que quand on mène une enquête comme cela, on ne doit pas la faire à la place publique. Et deuxièmement, la maladresse aussi a été de dire que bon, on n'a pas besoin de millions, on a besoin de milliards. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase aussi qui a fait frémir plus d'un Sénégalais. Donc, l'un dans l'autre, je pense que le gouvernement gagnerait mieux vraiment à mieux communiquer sur cette affaire-là. Et surtout le silence, vraiment, ça serait un bon compagnon dans ce cas de figure, dans la mesure où, évidemment, c'est des choses très complexes. Voilà, donc c'est pas des gens qui sont condamnés. Évidemment, nous sommes pour le moment dans une phase d'enquête pour voir, déterminer si réellement ce qu'on leur reproche, est-ce que cela est avéré ou non. Mais est-ce qu'il y a-t-il vraiment beaucoup de bruit autour de cette affaire? Beaucoup de personnalités sont convoquées à la police, d'anciens dignitaires, on va même dire, hein, ou bien des dignitaires de l'ancien régime sont convoqués à la police ou à la gendarmerie pour être entendus plusieurs fois. Mais bon, aucun d'entre eux n'a été arrêté. Hein? Oui, pour le moment, aucun d'eux n'a été arrêté. Et je pense que la justice marche à son rythme. Et en tout cas, puisque moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne saurais dire si la justice avance lentement ou n'avance pas du tout. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, nous sommes dans une phase vraiment d'enquête. Si je prends l'exemple de Karim Wade, qui a été le plus convoqué d'ailleurs, je pense qu'il a été, contrairement, peut-être, il a été convoqué 5 fois de suite, n'est-ce pas, devant les enquêteurs. Beaucoup, hein, le gouvernement vise Karim Wade. Vous en pensez quoi? Oui, mais je pense que c'est lui qu'on vise à travers ces au fond, contrairement à ce que de qu'on pense, il parle d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement dans ce cas de figure. La preuve, Karim Wade a eu des responsabilités qu'aucun ministre de l'ancien régime n'a. Vous savez, il avait un ministère balèze. Le ministère est tellement grand que quelque part, pour mener cette enquête-là, ça ne serait pas une chose aisée. Il était à la tête des infrastructures, de la coopération internationale. Et même nos confrères, certains confrères raillés, Karim, en faisant de lui le ministre de la ciel, du ciel et de la terre. Donc, histoire de dire que ce qu'il avait comme vraiment portefeuille gouvernemental était énorme. Donc, l'un dans l'autre, on peut comprendre aujourd'hui que la
justice puisse prendre assez de temps, parce que, disons, la chose que Karim Wade a gérée était très complexe. Rapidement, on voit également ces multiples convocations de Karim Wade, genre plus ou moins un peu le climat assez tendu entre les deux parties. On a entendu les propos de Maître El Hadji Amadou Sall. Permettez-moi juste, les téléspectateurs, de ne pas revenir sur ces propos. Et apparemment, on ne sait pas trop bien si c'est à cause de ça. Peut-être qu'il sera convoqué demain au niveau de la DPJ, la direction de la police judiciaire. Allons-nous vers quand même un climat très très tendu, on va dire, entre les deux, le pouvoir et l'opposition, parce que Macky Sall a réagi récemment. Oui, pour le moment, de toute façon, tout ce que les gens, tout ce que les médias ont constaté, que le Sénégalais lambda a constaté, c'est de dire aujourd'hui que le pouvoir, le défunt régime, les dignitaires, n'est-ce pas, du défunt régime, ne sont pas restés les bras croisés. Évidemment, nous sommes dans une bataille psychologique, nous sommes dans une bataille politique. On peut comprendre plus ou moins la sortie, n'est-ce pas, de certains libéraux, histoire de dire, bon, on ne va pas se laisser, disons, étrangler comme cela sans rien faire. Mais l'un dans l'autre, je pense que le plus important pour le peuple sénégalais, c'est que de l'argent, semble-t-il, a été pris des mains des Sénégalais. Cet argent doit être retourné, n'est-ce pas, au Sénégal. En tout cas, ça, c'est un fait. Aussi d'offense au chef de l'État. Voilà. Donc, maintenant, la sortie de Maître Sall, évidemment, bon, en tout cas, je pense que les Sénégalais ont constaté avec la presse de façon générale que vraiment, il est l'auteur de sorties de plus en plus virulentes à l'égard, n'est-ce pas, à l'égard, pardon, du régime en place. Maintenant, la justice a tous les moyens de prouver si c'est de l'offense ou c'est pas de l'offense au chef de l'État. Pour le moment, on ne peut présager de rien. Pour terminer maintenant, la dernière question, comment voyez-vous l'avenir de la coalition Benno Bokk Yakaar? Évidemment, cet avenir-là, et il faut dire que jusque-là, les choses marchent bien, mais il faut s'attendre un jour que tout se casse. Voilà. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre normal des choses. Vous avez un deadline? Oui, une coalition ne peut pas, disons, s'éterniser comme cela. Et moi, je vois, pour moi, la date butoir, c'est le 2014. Donc, certainement, le parti du président de la République, l'APR, va essayer de cheminer encore avec ses alliés jusqu'en 2014. Et au-delà, évidemment, moi, je vois déjà vraiment une césure, une cassure dans la coalition, parce que, évidemment, de l'intérieur du parti du président de la République, évidemment, des voix commencent à s'élever pour demander l'autonomie, n'est-ce pas, de la paire. Bakary Domingo Mané, je vous remercie. Je rappelle juste que vous êtes professeur en communication politique. Joyeux Noël à vous. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Rétrospective oblige. Et juste pour terminer en bref du sport, dans ce journal des Navétanes, HLM Grayoff, finaliste de la zone 7B de l'Edecap de Dakar. Elle a battu l'ASC Catane par 1-0. Un match qui s'est joué au stade Demba Diop. Retour, vous avez suivi dans nos précédentes éditions un reportage de Boubacar Kombeldian. Et puis juste vous dire aussi que vous pourrez suivre dans Sport 2S juste après ce journal un magazine sportif diffusé un peu plus tôt et plus court d'ailleurs que d'habitude. Noël oblige à 21h. Vous pourrez suivre un peu après 21h. Vous pourrez suivre en direct sur la 2STV un concert intitulé un concert, on va dire Noël même dans la banlieue. Et puis de façon pour le groupe Origine SA a commencé par son président directeur général de souhaiter un joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. Passez de très bonnes fêtes. Un joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Passez une très belle soirée sur la 2STV. L'info revient demain à 13h.